Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ces journaux. D'abord, le titre. Kigali n'élèvera pas ses mesures défensives, c'est la porte-parole du gouvernement qui les déclare. Selon elle, cette décision découle de la persistance de ce qu'elle qualifie des discours de la haine de la part des autorités congolaises. Et puis, lancement ce jeudi 28 novembre par la police de la ville-province de la capitale congolaise d'une opération visant à intercepter le véhicule en mauvais état. Et en international, au Zimbabwe, la sécheresse induite par les phénomènes climatiques El Niño a fortement affecté la production agricole en 2023-2024. C'est la grande édition, Madame, Messieurs, bienvenue. Après s'être engagé pour lever les mesures défensives conformément au processus de Luanda pour la paix, le Rwanda se rétracte. Kigali n'élèvera pas ses mesures défensives. C'est la porte-parole du gouvernement rwandais qui le déclare. Selon elle, cette décision découle de la persistance de ce qu'elle qualifie de discours de la haine de la part des autorités congolaises. En cause le récent propos particulièrement musclé attribué au ministre congolais de la Justice Constant Mutamba contre les leaders rwandais et leurs complices qui agissent en RDC. Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est le rythme qui semble caractériser les négociations du processus de Luanda. À peine un espoir avait-il émergé après la signature d'un plan harmonisé entre la RDC et le Rwanda, qu'un nouveau coup de froid a une fois de plus remis à la case départ le processus de paix entre Kigali et Kinshasa. Les autorités rwandaises qui s'étaient engagées à lever les mesures sécuritaires pour retrouver progressivement la normalité ont décidé de maintenir ce dispositif en place. Cette décision fait suite à une déclaration controversée attribuée au ministre congolais de la Justice Constant Mutamba qui aurait attaqué les ressortissants du Rwanda et leur président qualifiant certains Congolais de traîtres pour leur collusion avec l'ennemi. Lors d'une visite à la prison de Munzenze à Goma, Mutamba a menacé de peine capitale ceux qui persisteraient à s'aventurer sur le sol congolais. Ces propos polémiques ont été exploités par les officiels rwandais pour remettre en cause leur engagement tel qu'il est formulé dans le plan harmonisé convenu à Luanda en octobre dernier. Selon ce plan, la RDC devait neutraliser les FDLR tandis que le Rwanda devait lever les mesures sécuritaires qui symbolisent la tension persistante et le danger d'une escalade militaire entre les deux pays. Et après le revirement du Rwanda sur les mesures défensives dans le cadre du processus de Luanda, intéressons-nous à la fin du processus de désarmement des ex-combattants au site d'Iango, près de Bunia, en Ituri. Le PPDRCS cède la place à la réserve armée pour la défense qui prendra en charge l'encadrement et la formation des ex-combattants ayant accepté volontairement et temporairement d'apporter leur renfort au FARDC pour la sécurité du pays. Presse militaire de l'Ituri. Après près de 18 mois de bergement et d'encadrement, le processus de désarmement des ex-combattants au site de Diango s'achève avec succès. Si certains regagnent leurs communautés respectives, d'autres passent du PDRCS à la RAD. Ils ont choisi d'être réservistes afin de défendre l'intégrité territoriale à côté de l'armée, tel que le souhaite le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis un ex-combattant de la milice d'autodéfense. J'ai reçu mon frère, ex-combattant de la Codeco. Nous avions pris
pris la décision de laisser la guerre et d'être ensemble afin de construire notre province d'Ituri. Nous adhérons à la RAD pour aider notre armée à combattre l'ennemi. L'adhésion à la réserve armée de la défense est volontaire et non forcée, a martelé le général Godas Soukpa, le coordonnateur national de la RAD chargé des mobilisations et recrutements. Ceux qui voudront défendre la patrie iront à la RAD, ça sera volontairement. Et ça sera volontairement. Vous commencerez également à percevoir votre solde comme les militaires FARDC. Vous aurez les mêmes avantages qu'eux. Par contre, sachez que l'armée, c'est la discipline. La défense de la patrie, une mission noble. Le général Baleke, conseiller du ministre de la Défense nationale, appelle la jeunesse iturienne à saisir avec empressement cette main tendue du chef de l'État à travers ses programmes. Vous ne faites plus partie des groupes armés car le PDDRCS vous a lavé de vos crimes. Vous êtes devenus maintenant des représentants du gouvernement pour vos frères qui sont encore à Brousse. Allez les sensibiliser pour construire le pays et donner la paix en Ituri. En plus des certificats reçus par chacun à l'issue de leur séjour au site de Diango, chacun de ces démobilisés. Parlons sécurité et lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Lancement ce jeudi 28 novembre par la police de la ville-province de la capitale congolaise d'une opération visant à intercepter le véhicule en mauvais état, jugé responsable des embouteillages et de l'insécurité de passagers selon les autorités. Rachel Missenga. C'est jeudi 28 novembre 2024, la police de la ville-province de Kinshasa a lancé une opération pour intercepter les véhicules en mauvais état, notamment les D107, ces minibus de transport en commun. Annoncée par les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, cette initiative vise à retirer de la circulation les véhicules vétustes, souvent responsables des embouteillages et des dangers pour la sécurité routière. Ces engins, dotés de moteurs fumants, des bruits excessifs et parfois privés de phares ou de portes, représente un réel problème pour la ville. L'opération intervient après la fin du moratoire accordé par la police qui avait mis en garde le propriétaire de ces véhicules. Cependant, cette mesure suscite des inquiétudes quant à l'avenir du transport public à Kinshasa. La ville manquant des sociétés de transport urbain suffisantes, les retraits de ces véhicules, quoiqu'un problème, pourrait entraîner une pénurie de moyens de transport. Si cette opération vise à améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité routière, il est crucial, soutient plus d'un, qu'elle soit accompagnée d'initiatives pour renforcer les parcs automobiles publics afin de ne pas pénaliser les Kinois, ce qui n'est à l'instant pas prévu pour les autorités. Dans le cadre de cette opération, plusieurs véhicules en mauvais état ont déjà été saisis et acheminés vers le fourrière de la police. Ces véhicules, considérés comme des épaves roulantes, seront envoyés à la casse. En politique, de plus en plus de forces politiques adhèrent à l'idée de modifier la Constitution. C'est également le cas du parti Action républicaine pour le progrès REP de Manuel Ilunga Kasongo qui a rencontré ce jeudi 28 novembre 2024 l'ex-premier ministre Adolphe Muzito, leader du Nouvel Élan, pour discuter de la réforme constitutionnelle. Les deux personnalités ont échangé leur point de vue sur la question et ont décidé de créer une commission afin de partager et approfondir les différentes réflexions sur ces sujets. Damani Mujinga et Eli Kabea. Président du parti politique Action républicaine pour le progrès, ARP en sigle, Emmanuel Ilunga Kasongo, a rendu une visite de courtoisie ce jeudi 28 novembre à l'ex-premier ministre Adolphe Muzito dans son cabinet de travail. Au centre de leurs échanges, la question de la révision constitutionnelle qui fait actuellement la une de l'actualité congolaise. Tout d'abord, je suis venu rendre visite au Premier ministre honoraire, une visite de courtoisie. Et puis, des deux, il y a l'actualité du moment, tous les débats portent sur la Constitution, sur soit les changements ou la révision constitutionnelle. Et donc, il était important et nécessaire que je puisse me déplacer
pour venir le rencontrer, échanger des points de vue qui sont convergents et certains points de vue qui n'étaient pas convergents. Et je pense que nous avons mis en place une petite commission de réflexion pour travailler sur la question. Tout comme le leader du Nouvel Élan, qui s'est déjà montré favorable à la réforme constitutionnelle, Emmanuel Ilunga Kasongo soutient également cette initiative, estimant que la constitution congolaise pourrait nécessiter des ajustements. La constitution n'est pas parfaite. Le peuple congolais doit savoir ça. Et qu'on peut améliorer, on peut corriger des choses. Le Premier ministre est très clair là-dessus. Il y a quelques temps, il a parlé par rapport à ça. Il est favorable. Il est favorable au changement. Il est favorable. Bon, après, il va s'exprimer. Mais en tout cas, il a des explications qu'il va donner à la population, à tous les peuples, que ce soit à l'Est, au Katanga, Bas-Congo, un peu partout, qui l'écouteront. Il va devoir s'expliquer pourquoi il est favorable. Dans le cadre de cette réforme, le leader de l'ARP envisage de former une coalition avec le Nouvel Élan dans les jours à venir afin d'élargir les réflexions et d'approfondir les débats sur cette question cruciale. Enfin, Emmanuel Ilunga Kasongo a lancé un appel au peuple congolais, l'exhortant à élever son niveau de conscience afin de contribuer à la construction d'un État fort. Et dans le cadre de la semaine congolaise du tourisme, la deuxième journée a été marquée par la visite d'élèves, soulignant l'importance de l'engagement de jeunes dans ces secteurs en pleine expansion. L'événement a mis en lumière les opportunités d'investissement déployées par l'État pour soutenir le développement du tourisme. Parallèlement, plusieurs provinces ont présenté des initiatives prometteuses visant à dynamiser cette activité. Suivez. Nous allons revenir à cela dans nos prochaines éditions. Et dans la même dynamique de développement local, ce mercredi, le président Félix Tshisekedi a inauguré un centre de santé dans la province du Tanganyika, marquant ainsi une avancée dans le programme de développement local de 145 territoires. Francine Moukeba. La localité de Mutoa dispose désormais d'un centre moderne de santé. La construction de ces centres représente un tournant historique pour la communauté car il constitue une solution concrète aux problèmes de santé auxquels faisait face à la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, derrière moi, nous avions les centres de santé modernes. Permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, cet établissement médical est désormais capable de réaliser des accouchements, des césariennes et surtout de pratiquer tous les tests de laboratoire couvrant 90% des maladies courantes. Le centre de santé de Mutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera étendu à d'autres zones de la province du Tanganyika. Les territoires de Nyuzo et de Moba sont les prochains sur la liste. Le président Tshisekedi matérialise ainsi l'un de ses engagements du second quinquennat, faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité. Je le dis tantôt, dans le cadre de la semaine congolaise du tourisme, la deuxième journée
a été marqué par la visite d'élèves, soulignant l'importance de l'engagement de jeunes dans le secteur en pleine expansion. L'événement a mis en lumière les opportunités d'investissement déployées par l'État pour soutenir les développements du tourisme. Parallèlement, plusieurs provinces ont présenté des initiatives prometteuses visant à dynamiser cette activité. Suivez. 4e édition de la Semaine du tourisme, ouverte mardi à Kinshasa, se déroule du 26 au 30 novembre 2024 au Centre culturel et d'art d'Afrique centrale sous le thème Tourisme et paix. Le tourisme scolaire, lancé à Kinshasa en septembre 2024, y est mis en avant. Et donc il y a un tour qui leur a été offert. Ils ont pu visiter ce beau bâtiment qui est un héritage et pour leur ouvrir l'esprit et pour leur faire connaître aussi l'histoire qui fait partie aussi du tourisme. Parce que sans l'histoire, sans la culture, il est très difficile de parler du tourisme. Et quant à moi, c'est la plus grande et la plus belle des activités qui aura eu lieu durant cette semaine congolaise du tourisme. Parmi les provinces représentées, les Lualaba se distinguent par ses initiatives pour promouvoir le tourisme tout en impliquant les communautés locales, capitalisant sur son potentiel riche et diversifié. Mais nous avons eu le privilège en tant que province d'être associés aux travaux de la validation de la politique nationale du tourisme et notre province, en y participant, s'est inspirée de cette activité pour rédiger ou produire la politique provinciale du développement du tourisme. Et dans cette politique, le ministre du tourisme ou le gouvernement provincial du Lualaba a décidé de travailler sur un plan d'action qui devra notamment développer le tourisme minier, développer aussi le tourisme de conférence ou le tourisme de congrès, mais évidemment le tourisme culturel. Les secteurs touristiques de la République démocratique du Congo offrent de nombreuses opportunités d'investissement soutenues par des institutions gouvernementales dédiées à sa promotion. L'Office national du tourisme a organisé pas mal d'activités, dont celle que vous venez de suivre ce matin, qui pour moi, selon moi, en tant que maire, en tant que parent, était et sera l'une des plus grandes activités qui était de faire participer les enfants, donc la jeunesse, à découvrir en fait le tourisme. En somme, le tourisme joue un rôle clé dans le renforcement de l'image d'un pays tout en contribuant à une croissance économique durable. Investir dans ces secteurs est donc essentiel pour bâtir un avenir prospère et responsable. Actualité sportive à présent, la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames RDC 2024 est à sa deuxième journée. C'est jeudi 28 novembre 2024 aux deux gymnases du stade de Martyrs. Si les Léopards jouent face au Cameroun, l'Angola, tenante du titre, est à laminer l'Ouganda. L'essentiel de cette deuxième journée avec nos envoyés spéciaux Blaise Kuzola et Ene Kabamba.
nyonso eza ya sport eza normal eza vie. Boya to continuer ko travailler, to ça l'effort pour to pesa bino sengo. Donc boya to zela bino. Après je pense que c'est le premier match de la compétition, il faut aussi qu'on trouve aussi nos repères entre nous. Et après oui, il y avait des petites pertes de balles, des petits accrochages, mais en soi, on a su après rebondir et se remettre petit à petit dans notre rythme, imposer notre rythme et après dérouler notre handball comme on a pu le travailler depuis plusieurs semaines. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Au Zimbabwe, comme dans la majorité des pays d'Afrique australe, la sécheresse induite par le phénomène climatique El Niño a fortement affecté la production agricole en 2023-2024. La culture du blé est l'une des rares satisfactions de l'appareil productif au cours de cette campagne agricole. Suivez. Au Zimbabwe, la récolte de blé s'est établie à 563 961 tonnes au terme de la campagne agricole 2023-2024. Les stocks annoncés traduisent une hausse de 20,5% de la production d'une année sur l'autre, effaçant ainsi les records de 468 000 tonnes établis au cours de la campagne précédente. Alors que cette production est inférieure à 6% à la prévision des 600 tonnes formulée par les autorités en début de campagne, elle illustre tout de même la résilience de la filière face à la sécheresse qui a fortement réduit les rendements de plusieurs cultures. À titre indicatif, ce phénomène climatique a d'ailleurs précipité la chute de la récolte de maïs, principal denrée de base du pays, à son plus bas niveau en 8 ans. Globalement, la bonne performance de la filière bleue devrait permettre au Zimbabwe de maintenir son autosuffisance dans cette céréale, un statut acquis depuis la campagne agricole 2021-2022. Les pays qui consomment annuellement 660 000 tonnes de blé, selon les données officielles, pourraient en outre dégager un surplus exportable de plus de 200 000 tonnes pour soutenir ses ambitions d'accroître les expéditions de la filière vers les pays de la sous-région d'Afrique australe. Il faut rappeler qu'en 2023, les pays qui disposaient alors d'un surplus exportable de plus de 100 000 tonnes avaient choisi le Mozambique pour réaliser ses premières expéditions sur les marchés nationaux. Au Zimbabwe, la culture de blé couvre plus de 100 000 hectares, principalement dans la région des Mashonaland occidentales, Mashonaland orientales et des Mashonaland centrales. On va parler du Nigeria qui figure parmi les principaux pays producteurs de briques en Afrique et reste largement dépendant des importations de produits énergétiques raffinés pendant plusieurs décennies. La situation est cependant en train de changer avec l'entretien en production de la méga raffinerie construite par Aliko Dangote et la remise en service d'une raffinerie publique. Suivez. Le gouvernement nigérien prévoit de céder toutes les parts de l'État dans 4 raffineries de pétrole. Ces derniers s'est également dit optimiste quant à la capacité des raffineries locales à satisfaire la demande intérieure et à mettre fin aux pénuries récurrentes de carburant dans les pays prochainement. Au Nigeria, l'État contrôle 4 raffineries nationales, dont des sont situées à Port Harcourt, au cœur de la région pétrolifère du delta du Niger, dans le sud-est du pays. Ces raffineries vieillissantes, qui disposent d'une capacité combinée de 445 000 barils par jour, sont restées largement inopérantes pendant plus de 4 décennies, avant d'être fermées en 2020 pour être modernisées. Cela a accentué la dépendance du pays, qui figure parmi les principaux producteurs de pétrole en Afrique, aux importations de produits pétroliers raffinés qui grèvent les finances publiques et accentuent les pénuries des devises. La compagnie pétrolière nationale du Nigeria a repris mardi dernier l'exploitation des lignes des 2 raffineries situées à Port Harcourt, dont la modernisation a été financée par un prêt de 1,5 milliard de dollars accordé au gouvernement fédéral par la Banque africaine d'import-export. Les 3 autres raffineries sont également en cours de rénovation.
Enfin, passons à la lecture des quotidiens quinois pour avoir un aperçu de titres marquants de la journée. Revue de presse signée par Don Momat. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La 11e conférence de gouverneurs ouverte à Kalemi en présence du chef de l'État fait la une de nombreux quotidiens quinois. Placé sous les thèmes « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire », facteur clé de la réussite du programme de développement de 145 territoires, ce forum de 3 jours, selon la référence plus, abordera les enjeux locaux. Dans son discours d'ouverture, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a souligné que les tensions récurrentes entre les organes délibérants et les exécutifs provinciaux freinent les développements des provinces. Les tensions récurrentes entre les institutions provinciales, combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent à mal l'unité et la stabilité de nos provinces, a-t-il précisé, rapporté par Le Phare. Il a également mentionné l'insécurité, la gestion opaque et une allocation inadéquate des budgets comme cause du blocage de la croissance. En marge de l'événement, Info 27 rapporte que la gouverneure du Lalaba, Fifi Masuka, a exprimé au nom des gouverneurs leur soutien à la vision présidentielle d'échanger la Constitution. Concernant la révision constitutionnelle justement, la Prospérité rapporte que lors de son passage sur RFI, Augustin Kabouya, président intérimaire de l'UDPS, a fait preuve de la non-maîtrise des articles à réviser. Ses réponses aux questions du journaliste révèlent qu'il manque des fondements pour discuter d'une réforme aussi capitale. Bien qu'il évoque des anomalies à corriger comme la loi Bakajike et l'accord de l'Émirat, ses propos, note l'auteur de l'article, sont imprécis et manquent de preuves, alimentant des soupçons sur un agenda caché au sein de l'UDPS. Enfin, Forum des As annonce une atmosphère tendue au Palais du Peuple où les députés nationaux ayant signé la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures Alexis Guissaro viennent de retirer leur signature, invoquant des pressions et intimidations de la part des autorités morales de leur parti. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal Kigali n'élèvera pas ses mesures défensives. C'est la porte-parole du gouvernement qui le déclare. Selon elle, cette décision découle de la persistance de ce qu'elle qualifie des discours de la haine de la part des autorités congolaises. Vous avez suivi également le lancement ce jeudi 28 novembre par la police de la ville-province de la capitale congolaise d'une opération visant à intercepter le véhicule en mauvais état. Et en international, au Zimbabwe, la sécheresse induite par le phénomène climatique El Niño a fortement affecté la production agricole en 2023-2024. Et c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.